Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Je suis à Carqueiranne, dans le sud de la France. Il fait chaud sous tes serres là de spiruline, dis donc, Jean-Bernard. Il fait très chaud, il fait plus de 40 degrés, pourtant on est fin septembre. Tout simplement parce qu'on cultive une petite algue tropicale qui s'appelle la spiruline, dont on va parler ensemble. Ouais, on va en parler. On va parler de la spiruline. Qu'est-ce que la spiruline en fait? Parce que j'ai entendu dire que c'était un super méga aliment qui avait tout et que c'était un peu la star des stars. Ben voilà, tu viens de faire un bon résumé, moi j'ai rien d'autre à dire. C'est en fait un aliment qu'on cultive qui est en fait une petite algue, comme du plancton. Ça nous vient de la nuit des temps, c'est une des premières formes de vie apparues sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Et on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça que c'était un des aliments les plus nutritifs et les plus intéressants, à la fois sur le plan nutritionnel et sur le plan aussi de la santé, de la prévention et toutes ces choses-là. Donc nous on la cultive ici dans le sud de la France, on peut aussi la cultiver un peu partout sur la planète, là où il y a des conditions favorables avec de la chaleur. Et c'est vrai qu'il fait chaud sous les serres parce qu'on a besoin d'avoir dans l'eau une température autour de 35 degrés. Donc aujourd'hui, comme il y a du Mistral, il fait bien beau. Il fait chaud et les spirulines sont contentes et se multiplient dans les bassins qui sont derrière nous. C'est ce qu'on voit Alors, ce derrière. que j'adore, déjà le sujet est très intéressant et on va en parler en long, en large, des bienfaits, etc. Et comment ça se passe au niveau de la culture de la spiruline. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ton parcours personnel pour montrer que finalement on peut, en partant d'une passion qui est la planche à voile, de se vouloir se retrouver dans le sud de la France, d'être maintenant un des plus gros producteurs de spiruline en France aussi d'initier plein d'autres personnes à cette culture-là et à cette consommation-là. Donc c'est vraiment génial, c'est un beau parcours ça, qui date de 2000, de quelle année? Alors on a démarré en 2005, alors on n'est pas le plus gros producteur de France, d'ailleurs c'est pas l'objectif. Nous on est une petite structure familiale à l'échelle donc de 2 personnes, donc une structure sous statut agricole en fait à l'échelle artisanale. L'objectif c'est pas d'être devenir un gros justement, donc ce qu'on a préféré faire c'est former plutôt des jeunes. On a accueilli plus de 40 stagiaires en 9 ans maintenant, dont plus de 15 aujourd'hui sont producteurs de spiruline, mais chacun dans leur coin, on n'a rien à voir avec eux, si ce n'est qu'on garde le contact pour faire un peu de soutien technique. Et donc, ils sont installés en France, mais aussi dans tout le reste du monde. Donc, effectivement, comme tu revenais sur l'origine et la planche à voile, moi, je suis originaire de la région lyonnaise. C'est vrai que j'avais une formation d'ingénieur en agriculture, mais j'étais avant tout passionné de planche à voile. Donc, c'est vrai que plutôt que de faire les trajets régulièrement, j'ai préféré venir m'installer directement sur la presqu'île de Gien, à côté de la plage de l'Almanar, qui est un des meilleurs spots de planche à voile mondial, on peut le dire. Et puis là, j'ai fait plein comme ça. J'ai fait plein d'activités différentes jusqu'au jour où, par l'intermédiaire de ma femme qui est professeure de biologie au lycée agricole de Hyères, j'ai entendu parler de la spiruline, qui est une petite algue qui avait plein d'intérêts. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un producteur déjà qui était installé en France et qui, sur la base de travaux qu'il avait menés notamment en Afrique pour l'aide à la lutte contre la malnutrition, où il développait des projets de culture de spiruline qui sert aussi à lutter contre la malnutrition de manière très efficace. Et il avait eu l'idée de faire la même chose en France en disant on va la cultiver en France et puis on va la vendre, on va prendre une spiruline française, artisanale, au lieu d'avoir que des spirulines d'importation dans les magasins, ce qui était le cas auparavant. Donc je suis allé rencontrer cette personne dans la région de l'Odève, à côté de Montpellier, et j'ai flashé, j'ai dit mais là c'est le projet que je vais faire aussi. Donc ça ne demandait pas des grosses structures, pas des gros investissements par rapport à d'autres projets. C'était un produit innovant, bon pour la santé, écologique, sans utilisation de pesticides ni de produits toxiques pour l'environnement, pour la santé. Pour moi c'était important. Et puis surtout un gros potentiel de développement au niveau aussi bien français qu'international, notamment dans l'aide à la lutte contre la malnutrition. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est vrai, à voyager pas mal dans le monde entier, au Vietnam, au Cameroun, au Togo, pour partager les connaissances avec mes confrères producteurs et développer cette petite algue dont on a tant besoin. Ouais. Pourquoi on n'en parle pas plus justement de cette petite algue? Parce qu'à l'international, les Chinois, eux, ont compris. En France, on est un petit peu en retard ou... Alors pour les gens qui connaissent déjà un peu la spiruline, ils vont se rendre compte qu'en fait on en parle de plus en plus. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques Encore semaines. timide quand même. Ouais. C'est timide, mais il y a eu sur Télématin, qui est quand même une émission regardée par des millions de personnes, un reportage sur un producteur de spiruline. Il y a eu dans l'émission sur TF1, sur d'autres médias, il y a eu des petites rubriques autour de la spiruline. Donc on commence un petit peu à en entendre parler. C'est un peu timide, voilà, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la publicité dans les médias. Donc en fait, Surtout, il n'y a pas la subvention qu'il y a dans d'autres pays. on est sur une agriculture non subventionnée, effectivement. Nous, on ne perçoit aucune aide ni aucun soutien des administrations françaises ou autres pour développer la spiruline. Ce qui peut paraître un peu curieux,
comme tu disais, en Chine, eux, ils ont vu l'intérêt. Hein, ils sont devenus premier producteur mondial en moins de 10 ans. Ils ont des centaines de chercheurs qui travaillent sur la spiruline et ils sont aujourd'hui premier producteur mondial. La spiruline est même maintenant à l'intérieur de la pharmacopée chinoise, c'est-à-dire des plantes qui sont connues pour leur effet bénéfique sur la santé dans la médecine chinoise, qui est quand même une sacrée reconnaissance. Mais c'est vrai que nous, notre publicité, j'allais dire, c'est les commentaires des clients, c'est le bouche à oreille. En fait, c'est nous, ici, toute notre publicité, comme chez la plupart de mes confrères petits producteurs, ce sont nos clients qui la font en parlant autour d'eux, en disant tiens, moi j'étais content de prendre de la spiruline, tu devrais essayer. Et puis voilà comment ça marche. Et là, grâce à Florian qui a envoyé un petit message sur une suggestion d'interview sur le site, et d'ailleurs vous pouvez faire la même chose parce que c'est comme ça lors de mes déplacements que je découvre des nouvelles interviews et des nouvelles personnes. En remplissant, il y a un formulaire de suggestion d'interview et c'est comme ça des fois quand je me déplace, je mets Carqueiranne au sud de la France et là je suis tombée sur vous et je suis ravie de pouvoir parler de la spiruline. Alors quels sont les bienfaits de la spiruline? Alors les bienfaits, ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux que même des fois on ose à peine en parler parce que les gens disent ouais, ça, c'est trop, ça paraît presque bizarre. Donc moi ce que j'aime bien c'est me référer en fait à des livres qui ont été écrits par des médecins, puisque pour l'anecdote depuis octobre 2012 et nos amis de la Commission européenne interdisent aux producteurs d'aliments de parler des bienfaits sur la santé des aliments. Les bienfaits pour la santé sont réservés aux médicaments. Et les producteurs d'aliments n'ont pas le droit d'expliquer que ça fait du bien pour la santé. Bon, comme on est un peu désobéissant, on le fait quand même, hein, malgré tout. Cela dit, voilà les bouquins les plus pertinents. Il y a le livre du docteur Jean-Louis Vidalot, hein, qui s'appelle Spiruline, l'acte de santé et de prévention, qui est d'ailleurs assez éloquent comme titre. Le docteur Dupire, qui a appelé son livre La spiruline, un super aliment. Donc en fait, tout est dit dans ces quelques mots. On a dans la spiruline en fait un aliment qui est très riche en de très nombreux nutriments, vitamines, protéines, oligo-éléments, antioxydants, des substances extrêmement précieuses pour la santé. C'est un aliment qui est très facile à digérer, qui est adapté à tout le monde en fait, du berceau à la tombe. Hein. Bon, la tombe le plus tard possible. Avant un peu. Avant la tombe, c'est mieux. Hein, on a des clients qui ont 99 ans et plus, hein, donc ça fait plaisir de voir que tout le monde peut être concerné par la spiruline. En fait, cette notion de super aliment, je trouve, elle est assez parlante. On est dans le domaine de l'alimentation, on n'est pas dans le domaine de la pharmacologie, de la chimie, des choses un petit peu risquées ou compliquées. On est sur un aliment qui est connu depuis des milliers d'années dans certains pays du globe, notamment au Tchad, où historiquement les Kanambous, qui sont une peuplade qui vit au bord du lac Tchad, consommaient et consomment encore la spiruline récoltée dans le lac directement. Et c'est grâce à cette observation d'une pratique naturelle qu'on sait aujourd'hui que la spiruline est sans danger absolument pour la santé et que c'est même un des aliments les plus prometteurs de par sa composition qui est vraiment extrêmement intéressante. Et au-delà, on se rend compte, même pour les gens qui sont un petit peu plus intéressés par le côté un peu plus subtil, on se rend compte que la spiruline, de par sa forme spiralée, faut imaginer que c'est une petite algue qui a une forme de spirale, comme beaucoup de belles choses dans la nature. Cette petite spirale en fait apporte un message de santé, de vitalité à l'organisme et agit dans des domaines très variés. Comme Alors les domaines dans lesquels elle agit, c'est d'abord le tonus et la vitalité en général. Mais on a même constaté, c'est le cas si on regarde la table des matières du bouquin du docteur Vidalot, on voit des effets qui ont été observés. Donc c'est basé sur 500 500 références bibliographiques, donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Aussi bien dans le domaine de l'allergie, dans le domaine du cholestérol, du diabète, dans le domaine des maladies cardiovasculaires, des maladies du cerveau, etc. On s'est rendu compte que les composants de la spiruline agissent. Moi, j'aime bien un terme que peut-être je viens d'inventer, qui est un optimiseur physiologique. En fait, la spiruline va fournir en fait des éléments qui vont permettre d'optimiser le fonctionnement cellulaire en fait, et de redonner la possibilité simplement au corps de vivre normalement. Alors qu'en fait, il est souvent notre corps perturbé par des aliments ou des produits toxiques, le stress, des éléments qui viennent perturber notre fonctionnement, ce qui provoque derrière un certain nombre de pathologies, de maladies. Alors que si on lui donne les nutriments nécessaires pour qu'il fonctionne normalement, il est capable de rester en bonne santé, il est capable de durer assez longtemps. Et nous, on l'observe ça à la fois dans les bouquins, mais aussi dans la réalité, puisqu'on a des milliers de clients maintenant qui nous témoignent, je t'ai montré tout à l'heure le classeur. Impressionnant. Quasiment tous les jours, on reçoit des témoignages de gens de tous âges, que ce soit des athlètes de haut niveau parmi les meilleurs mondiaux, ou que ce soit simplement des personnes normales, fatiguées ou anémiées, qui se sentent beaucoup mieux depuis qu'elles prennent la spiruline.
on voit que la réalité rejoint la théorie, puisque effectivement la spiruline fait la différence avec une toute petite quantité, hein, puisque Une cuillère, ouais. une cuillère à café, une cuillère à café de paillettes, hein, donc c'est un produit, pour montrer, ça se conditionne dans des petits sachets. On ne va pas rentrer dans trop de détails de production parce que ce n'est pas l'objet de l'entretien, mais au final on obtient un produit qui se présente sous forme de petites paillettes, comme ça. Chaque paillette contient des milliers de petites spirales microscopiques, hein, qui sont séchées. Donc on a un produit qui se conserve plusieurs années, qu'on va consommer à raison de 5 grammes par jour. Et dans ces 5 grammes, on va avoir du fer, des acides gras essentiels, des antioxydants, des pigments, des enzymes, plein de choses. Le corps prendra ce dont il a besoin, éliminera l'excédent. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'accoutumance, c'est pas comme une drogue ou comme un dopant. On est dans le domaine simplement d'un super aliment. C'est fascinant de voir que, ce que tu m'avais dit, que dans ce bassin, en fait, il s'autogère, la spiruline, quelque part s'autogère, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Donc ça fait en fait, ça fonctionne de la même manière dans le corps, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est là, elle combat ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain. Alors c'est pas vraiment elle qui combat, puisque quand on va absorber la spiruline, en fait, on va la digérer, donc on va prendre en fait ses composants, hein, ses nutriments qu'on va assimiler et qu'on va utiliser à notre tour avec nos cellules, nos propres cellules. C'est pas la spiruline elle-même qui va se promener dans notre corps, hein. Ce sont ces composants qu'on va assimiler, donc qui sont très très variés et qui donc vont permettre, comme je disais, au corps de fonctionner dans les meilleures conditions. Et ce qui se passe dans les bassins, en fait, il y a quand même, on va dire, une alchimie à entretenir dans les bassins, hein. Évidemment, la photosynthèse, c'est le moteur du développement de la spiruline, hein. C'est grâce à ces pigments, la chlorophylle, la phycocyanine, les caroténoïdes. Il faut imaginer que la spiruline, qui a plus de 3 milliards d'années, contient déjà tous les pigments qui permettent de faire la photosynthèse sur toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, et même les infrarouges, hein. C'est-à-dire qu'on a la plupart des plantes n'ont que la chlorophylle. La spiruline sait faire de la photosynthèse avec toutes les longueurs d'onde de la lumière visible. Donc ça lui donne une capacité de survie et de développement qui est extraordinaire. Et donc dans les bassins, en fait, on va entretenir des conditions favorables avec une température, je disais autour de 35 degrés, de l'eau de bonne qualité, hein, qu'on va entretenir, mais aussi un certain nombre d'éléments minéraux. De la même façon que les plantes se développent en prélevant des minéraux dans le sol, ici, nous, on a donc un certain nombre d'oligo-éléments, de magnésium, de phosphore, de potassium, qui sont ajoutés dans les bassins de manière à fournir des matières premières pour que ces spirulines puissent se développer. Donc elles vont trouver ça dans l'eau. Et puis ensuite, il y a tout le soin et l'amour qu'on peut porter à nos bassins qui leur permettent de se développer le plus possible. Et ensuite, la récolte, hein, comme je te l'expliquais tout à l'heure, se fait quasiment tous les jours par filtration. On va prendre un petit peu tous les jours et puis on va la laisser se multiplier. Elle est constamment en train de se renouveler, elle est constamment en train de changer. Oui, comme tu disais, on est dans l'abondance, hein. On est dans l'abondance, on est dans la générosité, on est dans une production qui a des rendements en termes de production de nourriture qui sont incomparables avec les aliments classiques. Pour donner juste un chiffre, 10 000 m² qui sont consacrés à l'élevage bovin vont donner 160 kg de protéines par an. La même surface qui serait destinée donc à la culture de spiruline va donner 15 000 kg de protéines par an, pour ne parler que des protéines. Donc on est dans un rapport de 1 à 100 en termes de productivité, sans compter que pour des bassins de spiruline, on n'est pas obligé d'aller défricher la forêt amazonienne, on n'est pas obligé de planter des OGM à tour de bras, il suffit de poser des bassins, de mettre un peu d'eau et puis de faire le travail. Donc on est vraiment... Des petits voyages en Afrique, hein, pour aider à l'implantation de ça, parce que tu y crois beaucoup, parce que tu me disais que la spiruline contient 60 à 70% de protéines quand même, donc dans des pays comme ça peut vraiment faire la différence. Et même ça agit sur le sida. Alors là, je vais me faire tirer dessus, donc je ne vais pas parler du sida. On va dire qu'il y a des substances dans la spiruline, notamment son pigment bleu, hein, qui justifie le fait qu'on l'appelle algue bleue. Oui. Donc ce pigment bleu s'appelle la phycocyanine. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui montrent que ça a un effet stimulant du système immunitaire, notamment sur les lymphocytes CD4 qui sont prioritairement la cible du VIH. Donc, notamment, j'étais au Cameroun, puisque tu parlais de l'Afrique, en mars dernier, où il y avait le 4e colloque panafricain sur la spiruline, où il y avait beaucoup de scientifiques présents qui ont fait des études, hein, puisque là-bas, ils peuvent faire des études avec des patients atteints de VIH. Notamment, hein, il y avait aussi des études par rapport au cholestérol, par rapport à un certain nombre d'aspects, mais sur le VIH, on avait effectivement, on ne va pas dire des résultats définitifs, parce qu'on va toujours critiquer l'échantillon trop petit, ceci, cela, mais des résultats qui montraient plutôt en général une amélioration dans le groupe qui prenait de la spiruline par rapport à celui qui n'en prenait pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas la baguette magique, mais l'avantage avec la spiruline, c'est que ça ne fait pas de mal déjà, et que ça peut faire du bien. Donc c'est vrai que ça donne envie de tenter l'expérience pour voir ce qui se passe chez chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu aimerais voir en Afrique? Pourquoi tu fais ces voyages? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que je suppose que les possibilités là sont quand même infinies, maintenant que tu connais le système de production.
Bah, en fait, quand on trouve une bonne idée, je sais pas, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, bah, on a envie de la partager et de dire aux autres, tiens, j'ai trouvé une bonne idée, c'est sympa. Alors nous, c'est vrai qu'on produit la spiruline ici en France, on la commercialise essentiellement en direction d'une clientèle européenne, française essentiellement. On va dire pour lutter contre la malbouffe et les maladies, on va dire, liées à une mauvaise alimentation ou une carence, on va dire, qui peut exister même chez nous en Europe, hein, faut pas se leurrer. Hein. Beaucoup d'aliments sont très pauvres au niveau nutritionnel, voire nous empoisonnent, voire sont biocides, hein, comme le dit par exemple M. Cusin qui a écrit un livre sur l'alimentation vivante. Il dit qu'il y a beaucoup d'aliments qui en fait nous empoisonnent, alors que certains aliments, au contraire, eux, redonnent la vie, entretiennent la vie, et la spiruline en fait partie. Donc nous, notre clientèle est plutôt en Europe, mais par contre, on voit aussi qu'en Afrique, bah, y a des besoins qui sont assez énormes, en Afrique et ailleurs, hein, partout dans le monde. Et avec la spiruline, on a une réponse parmi d'autres, mais une réponse qui est relativement simple, qu'on peut faire avec des moyens pas trop démesurés, qu'on peut faire à l'échelle rurale, on va dire, sous forme de micro-projets, de développement économique local, et surtout de fournir un aliment très très pertinent, puisque la spiruline contient pratiquement tous les nutriments qui sont cause de malnutrition. Protéines, fer, bêta-carotène sont les principales causes de malnutrition, et on a tout ça déjà dans la spiruline d'entrée de jeu. Donc c'est vrai qu'on essaye, avec d'autres collègues de France et du monde entier, de favoriser, comment dire, l'émergence et le développement de ces cultures partout où il y en a besoin. Mais on se rend compte qu'on est bien seul, hein, puisque... Il y a des freins. Je ne sais pas si c'est des freins ou autre chose, mais curieusement, alors que ça va paraître évident à tous les gens qui écoutent ce reportage, on se dit on a un aliment qui est extrêmement écologique à produire, une grande productivité de nutriments, aucune toxicité, aucun danger. On se dit bah, logiquement ça devrait se développer rapidement. Ben, en fait non. Pourquoi ? Parce qu'on est sur, on va dire, sur une culture qui ne fait pas marcher le business, puisqu'il n'y a pas de grosse consommation de semences, de pesticides, d'OGM, de choses comme ça, qui fait que derrière la culture de la spiruline, elle est très sobre au niveau, comme dit Pierre Rabhi, on est dans la sobriété volontaire, on est dans la sobriété énergétique, on est dans quelque chose de très respectueux de l'environnement, respectueux de l'humain. Il se trouve que ça, c'est pas bon pour le PIB et la croissance, donc je préfère penser que c'est ça. Je préfère pas penser que c'est vraiment une mauvaise intention d'empêcher le développement d'une solution. Simplement, je pense que les acteurs économiques s'y retrouvent pas, donc ils favorisent pas forcément le développement de cette algue. Mais c'est tragique. Par exemple, en Afrique, on voit des enfants qui souvent sont remis sur pied en quelques semaines avec la spiruline. Même les infirmières dans les centres de renutrition disent bah, on n'a rien vu de mieux que la spiruline, hein, malgré tous les produits industriels qui sont prévus pour lutter contre la malnutrition. Malgré tout, dans ces pays-là, les gouvernements ne favorisent pas. On a eu le cas au Cameroun, là où il y avait le colloque international qui se déroulait, le ministère de la Santé camerounais, j'hésite pas à le dire, hein, n'a rien donné, alors qu'il était censé être partenaire du colloque, n'a pas donné un franc CFA pour permettre la tenue de ce colloque, et même a demandé en 4 jours avant la tenue du colloque que le colloque soit annulé. Ce sont des faits avérés, bon, chacun peut les interpréter à sa façon, ça paraît quand même un peu curieux. Mais bon, c'est comme ça. Donc nous, on avance avec des petits moyens. En France, maintenant, on est plus d'une centaine de producteurs. On se réunit chaque année. Cette année, ça va être à côté de hier. Ça, c'est important, ça. On échange entre nous, on se passe les tuyaux. Tiens, moi, j'ai observé ça, j'ai découvert ça. Moi, j'ai mis en place telle petite machine artisanale et tout. Chacun amène un petit peu. C'est de la co-création, c'est ce que j'appelle la co-création. C'est pour ça que je démarre toutes mes vidéos par mes délicieux co-créateurs. C'est beau, ça. C'est le bon sens paysan retrouvé, hein, où on se considère finalement comme des confrères et pas comme des concurrents. On s'est dit que si on avance tous bien, et ben, finalement, c'est bien pour tout le monde. Au lieu de se tirer dans les pattes, ça surprend des gens. Hein. Ils disent ah, mais tu formes tes concurrents, comment ça se fait que tu accueilles des stagiaires ? Je leur dis mais c'est pas mes concurrents. Moi déjà, j'ai du mal à fournir mes clients tellement la demande augmente sans arrêt. Je préfère que d'autres s'installent, développent cette activité, deviennent autonomes, créent leur propre entreprise, distribuent de la nourriture autour d'eux, plutôt que de dire je vais tout garder pour moi, je vais rien dire à personne. Et au final, si je me plante, bah, tout s'arrête. Alors que là, moi j'ai rendu des services à quelques collègues, mais l'année d'après c'était l'inverse. C'était eux qui me dépannaient parce que j'avais besoin de quelque chose et finalement tout le monde... Faut pas croire qu'on est le plus fort et puis tourner le dos aux autres. Mais jamais. Et là on a vraiment l'exemple avec la spiruline. On se retrouve tous avec une passion commune et à partager nos expériences. C'est toujours des grands moments de convivialité, d'échange. Et puis on a l'impression de faire quelque chose d'utile aussi pour la société, pour l'humanité en général même, on peut le dire. Hein.
Et il y a autre chose, il y a un autre bon choix que tu as fait, c'est de dire je vais vendre en direct, c'est-à-dire que je ne vais pas passer par d'autres... Parle-nous de ce choix-là, parce qu'en fait tu passes pas par d'autres modes de distribution, c'est toi qui vends toi-même, les gens viennent ici, les gens achètent à travers le site. Pourquoi tu as fait ce choix-là? On va dire, d'une part, il y a des contraintes en France, des contraintes, on va dire, économiques. C'est-à-dire qu'on a des coûts de production en France. Déjà, la saison ne dure que 6 mois sur 12. Si on veut rentrer en concurrence frontale avec des productions qui sont en Chine, qui sont éventuellement au Sénégal, qui sont dans d'autres régions équatoriennes, à bas coût de main-d'œuvre et avec du soleil toute l'année, on ne peut pas lutter. Donc avec un coût de production plus élevé, la seule façon de vraiment s'en sortir, c'est de valoriser le produit directement auprès du consommateur final. Ça permet d'éviter tous les intermédiaires qui font que le producteur souvent se retrouve avec la plus petite partie de la marge alors que c'est lui qui fait tout le boulot. Donc il y a cet aspect économique déjà d'une chose, et puis il y a aussi l'observation de ce qui se passe dans l'agriculture depuis des années. Bon, c'est une formation d'ingénieur en agriculture. C'est vrai que je suis pas mal impliqué au niveau du syndicalisme agricole, notamment auprès de la Confédération paysanne. On voit que dans toutes les structures où les agriculteurs ont confié la commercialisation à des intermédiaires, au final, ce sont les agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie, qui vivent dans la misère, voire qui mettent fin à leur jour parce qu'ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas de solution. Notamment ici dans le Var, on a le cas de l'horticulture, qui aujourd'hui, à cause des traités européens, notamment en concurrence frontale avec les productions florales du Kenya, du Chili, du monde entier, eh bien, toutes les structures qui dépendaient d'un marché intermédiaire sont mal, parce qu'en fait, les grossistes au milieu, ils vont acheter finalement en Tanzanie, ils vont acheter parce que c'est moins cher, et puis qu'il y a uniquement la rentabilité financière qui va compter. Donc moi, j'ai pas envie de tomber dans ce travers-là. Donc le fait de commercialiser directement au consommateur final, à la fois, ça nous fait une sécurité économique, et puis surtout, on a ce contact avec les consommateurs qui, pour nous, est un cadeau. D'avoir comme ça les gens au téléphone qui nous témoignent des bienfaits qu'ils ont ressentis, des effets. On a l'impression de valoriser notre travail comme ça, en faisant quelque chose d'utile. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. C'est même encore au-delà de l'aspect économique. C'est une chance pour nous d'être en contact avec les consommateurs. Et de leur côté, c'est pareil. Ils sont contents d'avoir un producteur en face d'eux. Parce que la plupart des produits qu'on achète aujourd'hui, on sait qu'on ne connaîtra jamais les gens qui les ont produits, on ne sait même pas comment c'est fabriqué. La plupart des objets qu'on porte sur nous, on ne sait même plus comment ils sont faits, d'où ils viennent, on ne sait rien du tout. Alors que là, les gens souvent sont venus sur place, on a pris le temps de leur expliquer, ils repartent en ayant compris, découvert quelque chose de nouveau. Ils sont confiants et ils sont à l'aise pour en parler. Ça explique aussi pourquoi on est sur des taux de croissance de l'activité. Depuis le départ, on est sur quelque chose comme plus 15 à 20% par an de croissance, enfin d'augmentation, sans effort, simplement par le bouche à oreille. Quand on choisit le mode distributeur, c'est vrai que c'est plus gratifiant des fois où on a l'impression qu'il y a plus de quantité, l'ego aime bien, mais en fait après on peut pas se plaindre, c'est-à-dire qu'il y a des choix à assumer quand même là. C'est des modèles économiques différents. Moi, celui que j'utilise, c'est celui qui me semble le plus pertinent. Maintenant, parmi mes confrères en France, il y en a qui font des choix différents, parce qu'ils ont des structures de production plus importantes, parce qu'ils ont choisi d'avoir une partie éventuellement vers des grossistes et puis une partie en vente directe. Ça, c'est un peu un équilibre à trouver. Il n'y a pas une seule solution absolue. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans un marché où on n'a plus de protection douanière, où tous les produits du monde entier rentrent sans même être taxés à la douane, si on doit se mettre en concurrence frontale avec les Vietnamiens, les Chinois, des gens auxquels on n'a rien à reprocher, ils travaillent, sauf qu'ils ont des coûts de main-d'œuvre chez eux qui sont beaucoup plus bas que les nôtres, on va disparaître. Donc nous, notre argument, c'est de faire de la qualité, de l'expliquer à nos clients et de limiter tous les intermédiaires dans la filière, de façon à ce que pour le consommateur, il reste un bon rapport qualité-prix, que nous, on arrive à vivre de cette activité, de continuer à la développer. Et puis au final, je pense que tout le monde sera gagnant. Parce qu'il suffit d'un jour au lendemain que le détroit de Malacca soit bloqué ou qu'il y ait des problèmes au niveau maritime pour que tous les approvisionnements qui viennent de l'extérieur s'arrêtent. On sera bien content ce jour-là d'avoir en France des productions qui sont capables de nourrir les gens. Il ne faut pas l'oublier, ça, aujourd'hui. On est dans une époque privilégiée de l'histoire du monde où il n'y a pas trop de conflits, mais c'est en général des périodes qui ne sont pas forcément éternelles. Donc le fait de garder de l'activité rurale notamment et alimentaire dans les campagnes et en France, je trouve que c'est important. Même au niveau stratégique, ça devrait être pris en compte par les pouvoirs publics aujourd'hui. La souveraineté alimentaire n'est pas du tout prise en compte par les pouvoirs publics et je pense que c'est une grave faute qu'un jour on pourra sûrement reprocher à nos politiques.
Au niveau de la spiruline, on peut en trouver celle-ci est déshydratée, hein. Il y a différents types de spiruline sur le marché, différents modes d'injection. En picouse, en picouse. On peut la sniffer aussi. Non, ça se mange, hein, et essentiellement. Donc en fait, avant qu'elle soit séchée, il y a l'étape précédente, ce qu'on appelle la spiruline fraîche. Bon, qui est un très bon aliment, mais qui par contre nécessite une filière de chaîne du froid assez compliquée, avec un marché qui n'est pas encore forcément développé. Donc la spiruline fraîche, c'est pas un produit qu'on va commercialiser parce que c'est un petit peu compliqué, un peu risqué. Bon, donc quand on peut, c'est au top. Quand on peut, c'est au top. Ouais, d'ailleurs, on va en manger tout à l'heure. Hein, tu vas voir. Des petits toasts à la spiruline fraîche, hein, ça va être sympa. On aura la langue verte et on aura la spiruline vivante, encore vraiment avec tout son potentiel. Ah oui. Il y a un gros potentiel de différence? Alors, ça dépend comment elle va être séchée. Donc nous, ce qu'on essaye de faire avec les techniques artisanales qu'on développe ici, que d'ailleurs beaucoup de mes collègues utilisent en France, hein, c'est des systèmes de séchage à basse température. Hein, tout ça, c'est basé aussi sur l'étude de comment font les crudivores, par exemple, hein, les gens qui mangent que cru. Ils considèrent qu'en dessous de 42 degrés, si on fait une déshydratation à basse température, on garde la vitalité de l'aliment, on garde un certain nombre de composants au maximum de leur potentiel. Après, si on commence à chauffer pour sécher, là, on commence à cuire, à dénaturer. Les enzymes, hein, les enzymes, un certain nombre de substances vraiment importantes qui perdent de leur qualité. Donc au final, le produit va être moins performant, on va dire. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille avec des systèmes à basse température pour faire une déshydratation sans chauffage qui permet de garder un maximum de qualité et surtout de conserver en toute sécurité la spiruline pendant plusieurs années. Et de la transporter facilement. Une fois que c'est dans des petits sachets comme ça peut s'envoyer par la poste, ça peut partir dans le monde entier sans aucun risque, sans aucun souci. Et ça, c'est quand même une énorme chance qu'on a avec la spiruline. C'est qu'on peut travailler comme ça à distance. Et ici, même si on est aujourd'hui dans le Var, un département où il y a plus de 25 producteurs de spiruline, ça ne pose pas de problème parce que chacun peut trouver des clients de partout en France, de partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même aussi un plus important. Merci beaucoup pour cette délicieuse interview. Merci, c'était très, très informatif. J'ai beaucoup appris et apprécié de cette rencontre. Merci. Il n'y a plus qu'à se mettre à manger de la spiruline pour voir les effets. Je crois que c'est comme ça qu'on perçoit vraiment l'intérêt de la spiruline. Ouais. J'espère que ça aura donné envie aux internautes d'en savoir un peu plus, surtout pour ceux qui découvrent le sujet. Oui. Et puis surtout, merci à toi, Lilou, d'avoir fait le déplacement et d'avoir transpiré avec nous dans la serre. Hein. On va Il fait chaud. L'extérieur se rafraîchir. Merci. On va faire un petit plouf dans la Méditerranée qui est juste à côté. Oui, parce que là, je vais éviter le plouf derrière. Ah non, on va pas se baigner ici. Hein. Des bassins de spiruline, spirulina en anglais. Eh bien, merci beaucoup Jean-Bernard. Merci à tous les délicieux co-créateurs d'avoir regardé, de partager cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous de Carqueiranne. Il fait chaud au mois de septembre ici. Ah. Au revoir. Au revoir.